quelle est l'intention de ce pouvoir à l'égard de l'Europe? Narychkin, il faut lire sa déclaration, il est un des plus anciens fidèles de Vladimir Poutine, il était patron de la Douma, on peut peut-être afficher sa déclaration, il est maintenant directeur du service de renseignement extérieur, c'est le SVR, c'est ça, on l'appelle comme ça. Il devrait comprendre, mais ne comprennent pas encore qu'en cas d'agression de l'OTAN, les premiers à souffrir seront les cercles politiques de la Pologne et des pays baltes. Il y a une forme évidemment, alors toujours la paranoïa sincère ou affectée des Russes disant si on nous attaque, mais la suite est intéressante, on frappera en priorité les Polonais et les Baltes. Les détestés de l'histoire. La Pologne a été occupée par la Russie jusqu'en 1917. Enfin, puis après, il y a eu la guerre. Il y a eu le miracle de la Vistule, 1920, etc. Mais elle l'a occupée pendant presque 200 ans, sur les 250 ans d'histoire. Donc il y a une détestation quand même des Polonais. On se rappelle que dès qu'il y avait des morts au début de la guerre, c'était des Polonais. Là. Ils ont tué 100 Polonais qui étaient des mercenaires, etc. Et puis les Baltes, c'est ce qui leur reste en travers de la gorge aussi. C'est ceux qui se sont émancipés et qu'ils souhaiteraient pouvoir reconquérir parce que c'est la façade sur la Baltique également. Il ne faut pas oublier ça. Géostratégiquement, Pologne, tout ça, c'est toute la façade de la Baltique qu'ils ont perdue à partir de 91. Et donc là, maintenant, ils ont quasiment plus assez à la Baltique à part Kaliningrad, Kronstadt, Saint-Pétersbourg. Mais maintenant, c'est quand même une mer de l'OTAN. Le souvenir des guerres, de ces grandes guerres, il y a tellement de sang. Évidemment, la Pologne, Katyn, le grand massacre de Katyn, commis par les Soviétiques, et très longtemps, on a cru que c'était les Allemands. Et la propagande soviétique. Plusieurs milliers d'officiers polonais. Et puis après, avec le massacre à Varsovie, où on a flingué le reste de la résistance, finalement. C'est ça qui s'est passé. Les officiers ont été exécutés à Katyn, et ce qui restait a été flingué à Varsovie lors de la répression de 1944. Les Pays-Bas, Lituanie, Lettonie, Estonie, la guerre de Finlande, où là aussi la guerre entre les Soviétiques et la Finlande a été d'une cruauté extrême. Mais le grand historien américain Timothy Snyder a écrit un livre très important qui s'appelle Terre de sang et qui raconte combien, alors en l'occurrence c'était du fait des Soviétiques, c'était aussi du fait d'Hitler, cette Europe orientale a été marqué profondément dans sa chair par l'histoire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on peut comprendre à quel point les Polonais, par exemple, qui je crois ont été envahis 3 fois par la Russie, sont aujourd'hui occupés, surtout. Occupés, oui. Il y a même un moment où la Pologne n'existait plus. N'existait plus depuis les années 1780, jusqu'en 1918. Tout au long du 19e siècle, la Pologne était partagée entre la Prusse et l'Allemagne d'un côté et la Russie de l'autre. Et nous qui voyons ce conflit avec nos yeux d'occidentaux pacifiques, je crois qu'on a tendance à sous-estimer l'importance effectivement de cette histoire sanglante. Je voudrais dire une chose importante sur les Baltes. On ne dit jamais que les russophones de ces pays n'ont aucune envie de retourner en Russie. Ils sont très pro-occidentaux, même s'ils sont russophones et qu'ils écoutent la télévision russe, et même que... Alors, c'est une espèce de légende, n'est-ce pas, qu'il y aurait toute une partie de ces pays baltes qui seraient favorables à le retour en Russie. Ce n'est pas vrai. Dites un mot de Narychkin, l'homme par qui la menace arrive ce soir. Il est un des fidèles parmi les fidèles. Rappelez-vous la fameuse scène, voilà, c'est lui, la fameuse scène du Conseil de sécurité juste avant l'invasion, où il est humilié par Poutine. Mais c'est bon signe quand on est humilié par Poutine, ça veut dire qu'il. Mais il n'était pas fanat. On voyait quand même qu'il n'était pas fanatique. Enfin, c'est pas un fanat de la guerre. Il a fallu quasiment lui arracher qu'il était d'accord avec l'invasion ce jour-là. Oui ou non, êtes-vous d'accord? Oui, on voit bien qu'il était. Alors, il avait la pomme qui déglottait. Mais pendant une époque, on disait qu'il faisait partie des mutins de possibles contre-pouvoirs contre Poutine, quand même. Il a fait partie d'un petit. Maintenant, il s'est calmé. Mais le ton de Narychkin, la Pologne et les Pays-Baltes ne peuvent tout simplement pas comprendre que c'est l'intensification de l'activité militaire aux frontières de la Russie et de la Biélorussie qui est devenu l'un des facteurs, l'une des raisons de la crise actuelle, vaste, aiguë et très dangereuse sur le continent européen. On a l'impression là qu'ils sont en train de monter une mayonnaise. Manon, ça c'est très dangereux, n'est-ce pas, cette idée que la Russie dise « nous sommes agressés ». C'est toujours un prétexte à l'agression. Oui, c'est effectivement un discours bien rodé, mais ce que vous disiez aussi assez justement, c'est qu'on est dans un discours, dans un tempo de paix
en principe, et puis qu'on a ces discours de plus en plus guerriers. On est passé assez vite là sur les déclarations sur la marine, le renforcement de la marine russe, mais c'est hyper important. D'abord parce que c'est sur la mer que finalement les Russes ont essuyé le plus d'échecs depuis le début de l'invasion. Les Ukrainiens n'ont pas de flotte maritime, ils ont quand même réussi à faire très mal sur la mer, notamment avec des attaques de drones. On se souvient aussi de l'attaque de la base navale de Sébastopol. Donc évidemment que c'est là où maintenant Poutine va mettre des efforts. La mer Noire, c'est hyper important d'une part parce que ça lui permet de ravitailler les troupes dans le sud de l'Ukraine et en Crimée, et aussi parce que c'est un carrefour commercial important où il écoule notamment le pétrole sous sanction. Donc le fait d'annoncer ça, c'est un discours effectivement de puissance, une rodomontade pour dire aux autres attendez, moi j'avance. C'est aussi une façon de rassurer beaucoup en interne, et puis ça détourne l'attention de tout ce dont on parlait au début, c'est-à-dire de ces pertes énormes et de ce défi logistique monstrueux. Est-ce que c'est aussi une manière de diviser l'Occident? On voit à quel point ils sont toujours plus doux à l'égard de Trump, ils sont très affectueux même. On est passé à un stade incroyable, la télévision russe dit on soutient Trump à fond, et toujours plus dur avec les Européens, ils choisissent même leurs ennemis, surtout les Polonais et les Baltes. Mais parce qu'il y a aussi cette convergence idéologique qu'on constate de plus en plus maintenant entre Trump et Poutine. Donc c'est d'autant plus facile de faire ce jeu qui est en commun avec d'ailleurs Vance, c'est de diviser l'Europe. On le voit à l'œuvre en Russie, on le voit à l'œuvre aux États-Unis. Le rêve, c'est le découplage en fait. Comme ils avaient essayé de faire avec les 16-20, c'est-à-dire d'expliquer que les États-Unis, mais on n'est pas une menace pour vous, et pour pouvoir croquer mieux les Européens. Mais bien sûr, mettre à merci l'Europe. Ça me paraît évident ça. Là, c'est très très net. Oui. Il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau dans les derniers jours, c'est que on avait le sentiment que Poutine faisait ami-ami avec Trump, mais maintenant on a le sentiment qu'il lui fait un bras d'honneur. C'est-à-dire que je rappelle que Trump a demandé un cessez-le-feu, et l'attaque sur Soumy dimanche montre que les Russes disent nous on continue la guerre par les moyens qu'on veut. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration du général Cavoli, qui est l'Américain, qui est le grand patron de l'OTAN en Europe, qui disait que les Russes fabriquaient 250 000 obus par mois, ce qui leur permettait, ça allait leur permettre à assez court terme d'avoir 3 fois le stock des Américains et des Européens réunis. Pour des gens qui sont supposés bientôt mettre fin à la guerre, tout ça est quand même très belliqueux. On va entendre les deux personnages qui incarnent ce côté hyper belliqueux des Russes ce soir contre les Européens en particulier, Lavrov et Naryshkin. Naryshkin d'abord, celui qu'on voyait. Ну вот названные вами страны, и Польша, и Прибалтийские республики. Eh bien, les pays que vous avez mentionnés, la Pologne, les républiques baltes, se caractérisent par une agressivité particulière, au moins en parole. Ils sont tout le temps armés. Et la Pologne est allée jusqu'à déclarer ses projets le long des frontières de la Biélorussie et de la région ukrainienne de Kaliningrad. Elle prévoit d'installer 2 millions de mines anti-chars et espère obtenir plus d'armes nucléaires de la part des Américains. Ils devraient se rendre compte, même s'ils ne le comprennent pas encore, qu'en cas d'agression de la part de l'OTAN, des dommages seront infligés, bien sûr à l'ensemble du bloc de l'organisation transatlantique, mais dans une plus large mesure, les premiers à en souffrir seront les porteurs de ces idées, les porteurs dans les milieux politiques de la Pologne et des pays baltes. Votre cousin Sergueï... Écoutez, il est pénible. Au moins, il parle un bon russe, beaucoup mieux que Poutine. Il y a un russe élégant quand même. Oui, mais enfin, le sens qu'il donne à ses paroles, c'est assez effrayant. La géographie compte toujours. Il est là en Biélorussie. Il est donc là très exactement aux portes des pays baltes et aux portes de la Pologne. Il tient ce discours-là sous les fenêtres, regardez, là en Biélorussie, sous les fenêtres de l'OTAN précisément. Oui, on a rarement vu aussi agressif là par contre. Là, je veux dire, c'est totalement décomplexé, désinhibé, et ça va peut-être justement avec le discours américain qui leur laisse quasiment les mains libres à l'ouest, parce que Trump, on ne compte plus vraiment sur lui actuellement. Et on voit le discours quand même agressif monter avec le retrait américain. Il y a quelque chose
chose qui est tout à fait concomitant et qui est troublant. Là, véritablement, moi je l'avais pas entendu. C'est tout à fait. C'est une déclaration qui a quelques instants. Oui, absolument. Je pense que le discours belliqueux aussi, et parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui ne croient pas encore en menace russe, et les Russes, ils ne savent plus quoi faire pour convaincre les Européens en disant oui, nous sommes votre menace. Attention, faites attention à ce que nous disons, parce que depuis tout le temps, Poutine, quand il fait une menace, il l'exécute. Peut-être un tout petit peu plus tard, différemment, mais il va jusqu'au bout. Et là, quand nous entendons Naryshkin accuser les Polonais, mais les méchants Polonais, ils veulent miner toute la région autour de la frontière. Mais pourquoi ils sont si belliqueux, les Polonais? On se demande. Et bien sûr, pas un mot sur la guerre affreuse qu'ils sont en train de mener en Ukraine en tuant les enfants et les bébés. Donc c'est toute l'horreur de la Russie d'aujourd'hui. Il faut vraiment le prendre au sérieux, parce que bientôt, ça sera en Europe. L'autre personnage, c'est Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, indéboulonnable, comme Naryshkin, c'est un fidèle de très longue date de Poutine, et lui aussi s'en prend très directement à l'Europe. Eh bien, en ce qui concerne le côté américain, nous avons déjà noté que, contrairement aux Européens, eh bien, je ne peux même pas trouver d'autre mot que féroce. Il bouillonne de férocité, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, les pays baltes, certains autres pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Contrairement à eux, l'administration Trump tente de s'attaquer au problème. Et tout d'abord, de comprendre les causes profondes de la situation qui s'est développée à la suite des actions de Washington et de Bruxelles. Voilà, Manon et Nicolas, vous parliez de découplage. On en est à plein. On comprend. Il dit Trump ami, Europe ennemi. C'est extrêmement clair. Mais on note aussi, par exemple, vous évoquiez l'attaque sur Soumy, qui était quand même une des plus sanglantes des dernières semaines. La réaction américaine, ça a été de la part de Trump de dénoncer un bain de sang, mais sans une seule fois nommer le coupable. Et depuis le début, en fait, quand moi j'avais rencontré Trump, effectivement, il me disait, moi je veux mettre fin à la guerre, mais en disant, finalement, c'est une querelle entre Zelensky et Poutine. Jamais il n'a reconnu la guerre en Ukraine comme une guerre d'invasion, et il a toujours établi une symétrie, en fait, entre les belligérants, qui permet aujourd'hui, en fait, ces discours belliqueux qu'on vient d'entendre, parce qu'il n'y a pas de stop, en fait, mis par les Américains de l'autre côté.